j'ai toujours fait des régimes. On a fait énormément de régimes, on a fait le yo-yo, comme ils disent. J'avais perdu pas mal, et puis bon, après, avec les années, j'ai repris. J'avais perdu 20 kilos, mais peu de temps après, j'ai repris presque mes 20 kilos que j'avais perdus. On repart dans une mécanique, perdre du poids, reprendre du poids, une mécanique infernale, quoi, voilà. Les régimes classiques préconisent la restriction alimentaire. Sans arrêt, ces patients ont été en restriction alimentaire. Et c'est à cause de cette restriction, très souvent, qu'ils ont repris du poids et qu'ils sont victimes de ce fameux phénomène yo-yo. La plupart des patients qui viennent nous consulter, qui consultent un chirurgien, le font d'eux-mêmes. Ils sont demandeurs de cette chirurgie parce qu'ils souffrent d'un surpoids considérable, et ce depuis des années. Il existe des critères pour réaliser cette chirurgie. Ces critères, ils sont d'ailleurs même réglementaires. Les principaux en sont l'obésité massive, une obésité importante, de longue date et résistant au traitement habituel. Ces critères sont réglementaires, ils ont été édictés non seulement par les sociétés de chirurgie, mais aussi par la Haute Autorité de Santé, et la Sécurité sociale les a repris comme critères d'indication à cette chirurgie. Car l'assurance maladie, la Sécurité sociale, prend en charge cette chirurgie pourvu qu'elle entre bien dans les critères définis. Et dans les établissements qui, comme le nôtre, ne pratiquent pas de dépassement d'honoraires, cette prise en charge par l'assurance maladie est totale, couvrant tous les frais d'hospitalisation. Qu'est-ce qu'une obésité massive, qu'on appelle encore obésité morbide? Eh bien, c'est une obésité qui est telle qu'elle met en péril le patient, qu'elle lui fait courir des risques de complications. Elle est définie, les critères sont variables, mais tout le monde connaît l'IMC, ce calcul qui est un rapport entre le poids et la taille, et qui est un peu arbitraire, mais schématiquement, pour donner un ordre de grandeur, prenons une personne qui mesure 1,65 m, son poids qu'on va dire normal, entre guillemets, est jusqu'à 68 kg. Elle est obèse, cette personne, à partir de 92 kg, et elle a une obésité massive, morbide, au-dessus de 110 kg. Par exemple, pour une personne qui mesure 1,85 m, la même obésité massive va être définie au-dessus de 140 kg. Quels sont les objectifs de la chirurgie bariatrique? Ce n'est pas de ramener systématiquement un poids normal, c'est-à-dire un IMC de 21 ou 22, pour notre patiente de 1,65 m, parvenir entre 55 et 58 kg. Mais c'est de faire perdre au moins 80% de l'excès de poids. Alors, à 110 kg, notre personne d'1,65 m, elle avait un excès de poids de 42 kg. Donc on va lui faire perdre au moins 33 kg, c'est-à-dire qu'on va la ramener à 77 kg ou au-dessous. Voilà un bon résultat. On considère que c'est un échec si la perte de poids ne dépasse pas 50% de l'excès de poids. En l'occurrence, pour notre exemple, si notre patiente d'1,65 m ne passe pas franchement sous les 90 kg, on va considérer que c'est un échec. J'avais entendu parler de l'opération gastrique qui s'appelle le bypass. J'en ai réfléchi et puis je me suis lancée. La chirurgie est un outil, mais n'est pas une fin en soi. Et ce qui va être fondamental à comprendre pour le patient, c'est qu'il va rentrer dans un parcours de sélection, où on va d'abord nous évaluer les possibilités d'un geste chirurgical, et puis surtout, au cours de ce parcours, le patient, lui, va réfléchir, mûrir sa démarche. Parfois certains abandonneront, d'autres confirmeront, et vont mûrir leur démarche et bien intégrer toutes les données nécessaires en post-opératoire. Il faut être préparé avant. On ne va pas se dire, tiens, on va se faire opérer, c'est la solution miracle. Il faut quand même que là-dedans, on change un petit peu ses idées. On va manger des fast-food, on va manger gras, on va manger trop sucré, des gâteaux quand ça va pas, des bonbons quand ça va pas. Le rôle du psychiatre, ça va être d'évaluer si le patient est capable d'avoir des modifications de son comportement, s'il comprend bien
toutes ces modifications, s'il est conscient également des troubles qu'il peut avoir et quels sont les phénomènes psychologiques qui sous-tendent cette pathologie. Il y a toujours eu un événement qui a fait que ça m'a relancé dans un processus où j'ai regrossi. Vous êtes submergé par des émotions ou par une colère et que vous avez du mal à gérer et vous ouvrez le frigo. Le patient obèse va prendre la nourriture comme quelque chose qui lui fait du bien. Donc il va falloir essayer de montrer au patient qu'il est capable d'évaluer ses émotions et qu'à toute émotion, il n'y a pas forcément une réponse alimentaire. Il y a, si vous voulez, le côté psychologique, au sens large du terme. Ça inclut le domaine nutritionnel, le travail du nutritionniste, mais aussi celui du psychologue, voire du psychiatre, et le volet somatique, c'est-à-dire le bilan des différents organes. Ça peut être un diabète, ça peut être un problème endocrinologique, ça peut être cardiaque, respiratoire, etc. J'ai eu une hypertension. Et ensuite, petit à petit, hypertension s'est ajoutée une apnée du sommeil. Disons que j'ai beaucoup de problèmes d'arthrose. Je suis obligée de prendre des médicaments. J'étais donc devenue diabétique, j'avais du cholestérol et de l'hypertension. Le bilan préopératoire, il aura plusieurs axes. Un premier, ce sera effectivement d'analyser la façon dont va manger le patient et de corriger les principales erreurs en termes de quantité, de qualité, de répartition, à la fois sur la journée mais également au sein même du repas, parce que des fois les repas sont effectivement bien pris mais ne vont pas correspondre à un équilibre satisfaisant lors du repas. Je mangeais avant beaucoup tout ce qui est gras. Du porc, tout ça, des rôtis, des sauces. De toute façon, je me suis rendu compte du fait que je mangeais énormément et qu'il fallait et que mon problème, il était là. Si j'étais toute seule, mon mari au travail, si j'étais à la maison, si je m'ennuyais, je grignotais. Il s'agit de faire que le patient prenne bien conscience de son comportement alimentaire, des dérives qui l'ont conduit pour des raisons souvent multiples et qui s'associent les unes aux autres à se trouver dans cette situation de surpoids qui leur devient intolérable. Comprendre ça, le faire comprendre, c'est permettre d'apporter des modifications que le patient aura vraiment intériorisées et qu'il va assimiler de façon à ne pas retomber après la chirurgie, après que la contrainte chirurgicale se soit un peu estompée avec le temps, ne pas retomber dans les mêmes ornières, ne pas commettre les mêmes erreurs qui risquent de le conduire de nouveau à l'échec après une période transitoire d'amaigrissement notable. Je n'arrête pas de dire aux patients, attention, il faut vivre avec le fait que vous pouvez mettre cette intervention en échec. On a vu des exemples de sleeve gastrectomie qui 2 ans après avaient repris un estomac qui était quasi normal, donc avec une dilatation tellement importante que l'estomac était comme l'estomac antérieur. Je fais quand même très très attention à ce que je mange. Honnêtement, je pensais que ça serait plus facile. Il y a une reprise de poids qui peut être possible, qui est souvent constatée et qui est à la fois due à l'augmentation des capacités alimentaires qui vont se faire naturellement, au fait qu'on est un petit peu plus loin de la chirurgie, donc du coup on oublie aussi ce qu'on a traversé dans le temps. Quand on a eu des difficultés, 1 an après, on a oublié que c'était difficile. Un des risques, c'est tous les aliments à haute teneur calorique et liquide. Donc si vous vous amusez à manger des glaces, par exemple, ou boire du coca, voilà, ça passe bien, quoi. La chirurgie, si elle est efficace, n'est pas un traitement magique et qu'une participation du patient prolongée, parfois un peu pénible, un peu coûteuse, sera nécessaire pour parvenir à un bon résultat à long terme. Est-ce que je vais supporter? Est-ce que ce changement ne va pas me bouleverser? Est-ce que je vais pouvoir accepter le changement de mon corps, le changement des repas? Le patient va mûrir sa décision, d'abord parce qu'il va recevoir plusieurs explications à différents moments, par différentes personnes. On prend 6 mois pour les préparer à la chirurgie.
pendant ces 6 mois, on va leur répéter, on va les informer avec à la fois une information orale, une information écrite, et pour essayer de les préparer à cette chirurgie. Le bilan, il est aussi rhumatologique. Et enfin, au terme d'un bilan qui a pris environ entre 3 et 6 mois, on va décider autour d'une table, en concertation pluridisciplinaire avec tous les acteurs de soins de cette chirurgie, on va décider du geste le plus adapté au patient. Avant toute chose, on m'a fait une batterie de tests biologiques, etc. Et on m'a dit il faut aller voir la nutritionniste, le médecin nutritionniste, il fallait voir la psychologue et il fallait voir la diététicienne. La chirurgie bariatrique est une chirurgie très efficace pour perdre du poids. Mais comme tous les procédés très efficaces, ils sont potentiellement dangereux et ils ont des risques. Ces risques sont calculés, c'est justement pour ça qu'on a fait un bilan très précis du patient avant de l'opérer. Il y a en France actuellement 3 types d'opérations qui sont pratiquées de façon courante. L'anneau gastrique, que tout le monde connaît, puisque c'est historiquement l'intervention qui était pratiquée à la fin des années 90 déjà. Pour notre part, nous avons, il y a 7 ans déjà, définitivement abandonné la pose d'anneau gastrique, car les résultats à 5 ans nous semblent trop mauvais. Deuxième opération, qui est l'opération de référence, qui est le bypass gastrique, qui est une opération qui consiste à réduire l'estomac à une espèce de petite poche qui va se vider, non pas suivant le circuit normal de l'alimentation, mais à travers un morceau d'intestin grêle que l'on vient coudre sur cette petite poche gastrique. Bypass, ça veut dire ça, court-circuit. Et la troisième opération, qui s'appelle la sleeve gastrectomie, c'est un mot anglais qui veut dire manche, la sleeve, et ça consiste là à retirer une partie de l'estomac, à peu près 80% de l'étoffe gastrique, et donc l'estomac de réservoir est transformé en un petit tube assez étroit. Le réservoir freine, ce tube freine, pardon, la progression des aliments. Mais le circuit digestif est préservé. Le jour de l'hospitalisation, je suis arrivée un dimanche. Je suis arrivée, on m'a laissée à jeun. L'accompagnement commence par l'accueil du patient, la veille de l'intervention, quand il vient donc l'après-midi. Donc il arrive, on l'accueille dans la chambre, on vérifie que tout est OK pour l'intervention, on leur explique le déroulement de l'après-midi. Donc à savoir que dans l'après-midi, ils vont revoir l'anesthésiste avant l'intervention pour faire un point. Et aussi, avec nos collègues aides-soignantes, elles vont leur montrer la douche pour avoir une dépilation et une douche à la bétadine. Le matin, ils refont une douche à la bétadine préopératoire. Une fois qu'ils sont prêts, que la prémédication est donnée et que c'est leur tour de passer, les brancardiers viennent les chercher dans les chambres et donc ils sont descendus au bloc opératoire. J'attends ça avec impatience. Et on vous opère, madame, de sleeve. Très bien. Est-ce que vous avez des allergies ou comment Non. Que vous sachiez, vous êtes bien à jeun? Oui, tout à fait. Vos 2 douches à la bétadine ont bien été faites? Oui. Pas d'appareil dentaire? Non plus. Très bien. Et donc, se dit à tout à l'heure, madame. D'accord, merci. C'est parti pour la salle. L'hospitalisation elle-même est relativement brève, notamment parce que ces interventions se déroulent exclusivement sous laparoscopie, c'est-à-dire sous cœlioscopie. Le chirurgien ne travaille pas directement dans le ventre, mais par l'intermédiaire d'instruments fins qu'il manipule en suivant ses gestes sur un écran de vidéo. Ces techniques permettent de récupérer beaucoup plus vite, à la fois sur le plan général, sur le plan abdominal parce qu'on a beaucoup moins de douleur que par une ouverture conventionnelle, classique,
Et également, les fonctions digestives, c'est bien établi maintenant, se rétablissent plus vite après ces techniques de cœlioscopie que par des opérations classiques comme on faisait autrefois. On éteint la lumière ambiante. Ça, c'est l'estomac. Eh bien, l'opération, suivant le type, va durer entre 1 heure et 2 heures et demie. À la fin de l'opération, l'opéré passe en salle de réveil, où il va rester 2 à 4 heures. Quelques-uns de ces opérés vont séjourner 24 ou 48 heures en service de soins continus, soins intensifs ou en réanimation, mais ça dépend, c'est prévu à l'avance, et c'est le fait de gens qui ont des pathologies respiratoires associées ou cardiaques importantes. La période du réveil qui est une période critique qui permet de surveiller soit les complications, mais surtout aussi de mettre au point, de veiller à ce que le réveil se passe calmement et de mettre au point surtout le traitement de la douleur, des nausées, qu'il faut tout le confort actuellement d'anesthésie au XXIe siècle. Tout va bien, on est en salle de réveil, c'est bien passé. Voilà, respirez tranquillement, on va vous remettre dans votre lit. Des douleurs pas gênantes pour ma part, des douleurs supportables, comme un mal de ventre normal. L'hospitalisation va durer entre 2, 3 et 5 jours. Les suites opératoires sont beaucoup plus simples après cœlioscopie que chirurgie conventionnelle, mais bien entendu, il y a quand même des douleurs en post-opératoire, et surtout si on ne fait rien. Et naturellement, donc, cette douleur post-opératoire est anticipée dans les suites opératoires par une perfusion que généralement on garde 24 à 36 heures, ce qui permet d'apporter des calmants. Si bien que pour la majorité des patients, je dirais 70 à 80%, il s'agit d'opérations peu douloureuses. La grande majorité remonte dans le service d'hospitalisation classique quelques heures après l'intervention. Ils peuvent reprendre les boissons, et c'est même ce qu'on leur demande de faire, le soir, s'ils ont été opérés tôt le matin, sinon le lendemain matin certainement. Et si les boissons passent bien dans la journée, ce qui est le cas chez la majorité des opérés, dès le lendemain, c'est-à-dire le surlendemain de la chirurgie, toutes les perfusions veineuses sont retirées et l'alimentation est reprise progressivement, et elle va s'élargir d'une alimentation presque liquide à une alimentation progressivement solide en 2 à 3 semaines. On a aujourd'hui que de l'eau. Demain, normalement, un petit peu à manger, puis après on verra au fur et à mesure du temps. J'ai aucune faim pour l'instant de toute façon. J'ai mangé le lendemain. J'ai commencé à manger la soupe. On leur précise bien le premier jour, enfin ou les jours suivants, qu'il est important de ne pas boire pendant les repas, plutôt de boire entre les repas, parce que c'est comme l'estomac est réduit, ils sont vite calés par l'eau. On commence à manger des purées, tout mixé, et quelques mois après, 3 mois après l'opération, on peut recommencer à manger des aliments consistants, mais en faisant très attention de ne pas manger trop gros. L'alimentation post-opératoire elle va être effectivement très particulière, à la fois parce qu'il y a de grosses modifications par rapport à l'alimentation qu'ils avaient avant, parce que beaucoup de ces patients ont beaucoup de mal à mâcher. Donc là, du coup, ils doivent mâcher, sinon ça ne passera pas. Donc ils doivent prendre le temps de mastiquer. Tout ce qui est liquide passe très bien, mais dès qu'on essaye de remanger les légumes ou en morceaux, c'est très dur, parce qu'il faut bien mastiquer. Le choix des aliments va être important, effectivement. Il faut qu'ils apportent systématiquement des protéines pour sauvegarder leur masse musculaire, leur masse maigre, qui risque effectivement d'être perdue aussi avec le poids et avec la masse grasse. Un des éléments importants pour nous, c'est la prévention des thromboses veineuses, ce qu'on appelle une phlébite. Et pour cela, et c'est une des choses qui frappe les opérés, c'est qu'on met en place
au début de l'intervention des systèmes de contention pneumatique intermittente sur les jambes et sur les cuisses que l'opéré va garder jusqu'à ce qu'il puisse marcher à peu près normalement, c'est-à-dire généralement le 2e jour après l'opération. Ça vous a fait du bien, les bas pour cette nuit? Oui, oui. Oui, ça vous a fait du bien. Puis là, j'étais qu'à la télé, j'étais encore dans le fauteuil. D'accord. Et il y a bien sûr des précautions médicamenteuses qui sont des anticoagulants que l'on poursuit 3 semaines après la chirurgie, donc après le retour à domicile, et bien entendu une supplémentation médicamenteuse, souvent une supplémentation de vitamines que les patients vont devoir suivre indéfiniment toute leur vie. Souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le retour à la maison est plus difficile que ce qu'ils attendaient. C'est-à-dire qu'il y a quand même, malgré, parce qu'eux, ils sont beaucoup dans l'attente de la chirurgie et du bénéfice de la chirurgie, mais ils ne sont pas tellement dans l'attente des contraintes de la chirurgie. Effectivement, le plus dur derrière l'opération, c'est les 15 premiers jours. On est vraiment très fatigué, très faible. Et je pense que j'aurais pas pu, moi, toute seule chez moi, me prendre en charge. Cette contrainte post-opératoire, elle est assez dure à vivre au début. Il faut savoir que la restriction qu'on leur impose alimentaire est très sévère. J'aime bien le pain. Je ne peux pas beaucoup manger de pain. Normalement, on a droit à 50 grammes de pain par jour. Mais moi, même 50 grammes, ça passe pas. J'en mange 2 petites bouchées. Et après, je ne peux plus. Dans le post-op immédiat, effectivement, les patients sont vus dans les jours qui suivent la chirurgie, dans le service même de chirurgie, donc directement au lit du patient. On refait le point sur les conseils alimentaires immédiats qui vont suivre la sortie, les conseils de cuisine, l'adaptation. Alors le sucre, on l'évite. Les graisses, on les évite aussi. Et au niveau des repas, c'est tout ce qui est équilibré, fruits, légumes, poissons, viande en petite quantité. Et faire très attention à ne pas mélanger plusieurs féculents, plusieurs fromages, pains à éviter. Et on prévient à l'avance, et ça on essaye de le faire même avant, que cette période va être aussi privilégiée, c'est-à-dire que les patients ne doivent pas être perturbés dans le mois qui va suivre. Si effectivement il y a des enfants ou il y a des soucis, il faut peut-être décaler un petit peu la chirurgie. Il faut que le conjoint prenne un peu la relève, parce que c'est une période où le patient va être très fatigué. C'est un peu dur. Après l'opération, c'est un petit peu dur. Heureusement que j'avais mon mari, parce que ça m'est arrivé de craquer plusieurs fois. Ce qui est super important, c'est d'être aidé par la famille. Si vous voulez prendre cette décision. Parce que vous ne pouvez pas prendre cette décision si la famille ne vous suit pas. Ils ne pourront effectivement dans un premier temps pas faire tous les repas avec toute la famille parce que l'alimentation ne sera pas adaptée. On leur conseille par exemple d'éviter de manger des crudités, des choses comme ça. Donc forcément, si le plat principal c'est une salade pour toute la famille, eux ne pourront pas manger. Ça me perturbait, ça me gênait. Si je voyais mon mari manger ou ma famille, mes enfants qui venaient, moi je ne pouvais pas manger. Donc au début, je n'allais pas avec eux quand ils mangeaient. À terme, c'est des patients, c'est-à-dire qu'ils mangent quasi normalement. Depuis 5 semaines, j'ai perdu 16 kilos. Oui, oui, je le sens. Même vis-à-vis de monter les escaliers, parce que mon fils habite au 4e étage. Donc quand je monte chez lui, je ne suis plus essoufflée comme j'étais. On adopte, après l'intervention, un cercle vertueux, un nouveau schéma, bouger plus, se mouvoir, s'occuper de son corps. J'aime bien regarder la balance, parce que au début, je voyais 3 chiffres, maintenant j'en vois que 2, donc c'est déjà appréciable. On se sent bien, on a envie... on recommence à se maquiller, à s'occuper de soi. Moi, j'ai repris une activité physique. Pour l'instant, c'est la piscine et puis un petit peu de marche à pied. Mais bon, j'ai plein de projets. Depuis que j'ai été opérée, je ne prends aucun médicament, ni pour le diabète, ni pour la tension. Le suivi de l'opération, c'est un suivi qui est fait par notre chirurgien, qui est tous les mois au début,
Après, on voit une nutritionniste. Cette nutritionniste nous explique comment gérer nos repas. Il va falloir ensuite, non pas se soumettre, mais participer, que le patient participe activement à une surveillance, un suivi régulier, qui vont être assurés par le chirurgien de temps à autre, mais essentiellement par le duo qui est constitué par le médecin généraliste, le médecin traitant, et le nutritionniste, parfois aidé, si cela a été jugé nécessaire en préopératoire, d'un psychologue ou d'un psychiatre. Les patients qui ont été opérés de chirurgie bariatrique doivent avoir un suivi à vie, quel que soit le type de chirurgie. Alors, la première année, le suivi sera très rapproché parce que c'est la période pendant laquelle les changements, les modifications, les adaptations sont les plus importantes. Donc il y aura un suivi à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, parfois à 9 mois et en tout cas à 1 an. Après l'opération, ça a été des grandes pertes de poids. Et après ces 5-6 mois, c'est des plus petites pertes de poids qui peut s'élever à 5, voire 3-5 kilos par mois. Et après, normalement, les suivis se feront au minimum annuellement, avec à la fois une enquête alimentaire, mais également un bilan biologique pour s'assurer de l'absence de carence. Psychologiquement, le moral, il est très au beau fixe. Ça veut dire on voit tous les changements et on est très vite heureux. Parce qu'on se rend compte qu'on peut mieux bouger, on peut mieux respirer, et c'est très bénéfique en fait. À cette prise en charge dont on a vu qu'elle devait être multidisciplinaire, et ça, dès la première consultation, elle doit s'engager comme ça. Il faut aussi ajouter que pour être optimale, elle doit être le fait d'une équipe structurée. Une équipe qui a réfléchi et qui s'est organisée, aussi bien sur le préopératoire, mais sur l'intervention elle-même et sur le post-opératoire, notamment pour faire face à d'éventuelles complications, car cette chirurgie, comme toute, expose à des complications. Et un détail, il ne faut pas qu'il y ait un seul chirurgien dans la structure qui connaisse cette chirurgie, puisqu'il n'est pas toujours présent, il n'est pas présent 24 heures sur 24, et il faut qu'un de ses collègues puisse le remplacer et faire les gestes aussi bien que lui. Le début est très dur, mais non, je ne regrette pas, au contraire. Cette opération-là a changé tout, quoi. Tout change. On revit, comme on dit. C'est une deuxième naissance, parce que tout sera plus pareil comme avant. Moi, je dirais que je suis vraiment enchantée d'avoir fait cette opération, que je n'ai aucun regret, parce que je m'y étais préparée. Mais il faut vraiment le vouloir très profondément dans sa tête, parce que c'est quand même un changement de vie et qu'il faut y avoir réfléchi.